beaucoup de cette présentation très précise et juste. Rassurez-vous, je dors la nuit, donc j'ai une vie normale à part tout ça. Donc merci de cette invitation et d'inviter un historien. Alors c'est vrai que les historiens travaillent sur le passé, donc ça va. Sur le présent, ça peut devenir un peu tangent, mais quand il commence à parler d'avenir, ça peut devenir délirant. Donc je parlerai en historien tout en essayant de montrer comment les réflexions historiques ont un impact quand même aujourd'hui sur les réflexions qui occupent la majeure partie d'entre vous. Première chose à dire, c'est que la mobilité n'est pas récente. Il y a toujours eu de la mobilité depuis les premiers habitants sur cette terre. On a bougé, on s'est déplacé tout le temps. Le problème qui se pose, et c'est peut-être le focus, comme on dit aujourd'hui, sur lequel je m'attarderai, c'est les questions d'excès de mobilité, c'est-à-dire des situations historiques, mais aussi des situations actuelles, comme vous le savez, qui engendrent des problèmes, qui engendrent des dysfonctionnements et qui appellent des solutions. Et il est intéressant d'avoir une perspective historique parce qu'on voit quand même des structures ou des récurrences dans la façon dont on a résolu par le passé des problèmes de mobilité excessive qui engendraient des dysfonctionnements. Le premier point que j'aimerais soulever, je vais un peu vite, c'est le mot, l'histoire du mot. C'est quoi la mobilité? Quand est-ce que ça apparaît? Et là, j'ai pris un programme, vous connaissez, c'est Google Gram Viewer, qui vaut ce qu'il vaut. Donc Google a numérisé des millions de livres, et on a là l'indice d'occurrence. Donc on voit que le terme de mobilité naît déjà au XVIIIe siècle et même avant, mais c'est surtout à partir de 1950 qu'il connaît un boom assez important. Ce qui veut dire que l'usage exponentiel du terme de mobilité implique qu'on réfléchit à cela. C'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale que véritablement les sciences se sont occupées de mobilité, les sciences techniques, l'ingénieur bien sûr, mais aussi les sociologues, les sciences humaines, les sciences sociales, les sciences historiques, qui ont vu là que la question se posait. Alors bien sûr que l'après-Deuxième Guerre mondiale implique une reconstruction au niveau du bâti, une reconstruction au niveau industriel, mais aussi l'arrivée de nouveaux véhicules, notamment l'automobile, qui va absolument bouleverser les cadres dans lesquels on pensait. Donc la mobilité telle qu'elle se voit à ce moment-là implique une réflexion qui s'opère au travers de revues, de journaux, de livres, etc. Là, je vous ai dit que bien sûr que la mobilité était transhumaine, et bon, alors on peut faire un petit voyage dans le temps. On commence par Astérix, bien sûr, parce que Uderzo ne fantasme pas, et ce qu'il dessine dans ses albums repose sur des réflexions des Romains, Juvénal, notamment des poètes, qui écrivent sur la mobilité et qui jugent que Rome est invivable. Et là, on a Lutèce, donc Paris, qui était déjà invivable et qui entraîne bien sûr un chaos. Puisque quelqu'un est là depuis 2 jours sans pouvoir bouger. Voilà, oh là là. Voilà, il est là depuis 2 jours sans pouvoir bouger, donc c'est quand même une vision de l'espace public qui implique des graves problèmes. Si on fait un saut dans le temps, et ce très beau tableau que vous connaissez de Rudolf Kohler, qui est une commande de l'initiateur du tunnel de Saint-Gothard qui sera ouvert en 1882, le tunnel de Saint-Gothard qui est vraiment la première grande réalisation technique du 19e siècle, qui implique beaucoup d'ingénieurs et qui va permettre aux sciences de l'ingénieur d'évoluer. Rudolf Kohler, pour symboliser cette arrivée d'un tunnel qui doit résoudre des problèmes, bien, se pose juste avant, puisqu'il montre cette place du Saint-Gothard aux prises avec des problèmes de mobilité, avec ce troupeau de vaches qui, en quelque sorte, empêche cette poste d'avancer comme elle le désirait. Alors, bien sûr qu'il y a un sens de l'espace, un sens de la vitesse que Kohler réussit
à transcrire dans son tableau, et qui est un tableau qui est fantastique, je dois dire, parce qu'au niveau de l'histoire de la mobilité, de l'histoire des transports, il a bien symbolisé ce que ça voulait dire, c'est-à-dire que nous arrivons à une époque où il n'est peut-être plus possible de raisonner comme on l'avait fait, et la solution, ça va être le tunnel de 1882 qui a été rénové dernièrement, comme vous le savez. Si nous continuons, le chemin de fer qui arrive avec début du 19e, moitié du 19e siècle, qu'on pensait être finalement une solution au problème que je viens de soulever, ben, le chemin de fer entraîne aussi des problèmes de dysfonctionnement. Et là, c'est une caricature d'un ouvrage très célèbre de Richard Doyle sur 2-3 Anglais qui se promènent en Europe et auxquels il arrive des aventures extraordinaires. Mais ces pauvres Anglais sont toujours confrontés aux problèmes de mobilité. Là, c'est un train qui va de Cologne à Bonn, où ils arrivent au dernier moment, mais on voit que le wagon est rempli. Enfin bref, il y a une cohue, des bébés qui tombent. Enfin, c'est l'horreur. Nous continuons. Paris 1926, c'est les embarras de Paris, tout le monde rentre, les voitures aussi, mais les unes dans les autres. Le problème est de nouveau posé, c'est-à-dire que l'automobile, qui en quelque sorte devait apporter des solutions au cohue du chemin de fer, entraîne elle aussi des problèmes de chaos, de mobilité. Et on peut arriver aujourd'hui, alors voilà, le périphérique de Paris. Alors j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure, enfin à table, qui disait que la circulation à Paris avait diminué de moitié, mais en fait le périphérique, pour l'avoir pris dernièrement, est toujours quelque chose qu'on a la peine parfois à digérer. Donc l'histoire est faite de problèmes où la mobilité, où les excès de mobilité se sont posés. Et ce qu'il faut maintenant voir, c'est comment cette mobilité, ces problèmes de mobilité ont été résolus. Mais avant, j'aimerais signaler les travaux qui avaient été réalisés par un collègue de Zurich, Axhausen, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, qui est le directeur du département de l'IBT, enfin, la section des transports de l'EPFZ, c'est-à-dire à Zurich. Et Axhausen avait eu l'idée de faire une étude un peu diachronique des problèmes, pas de mobilité, mais oui aussi de mobilité, c'est-à-dire de voir comment en Suisse, la Suisse était... avait changé en fonction de l'arrivée de nouveaux modes de transport. Alors, Axhausen, c'était un brillant ingénieur, mais il n'avait peut-être pas un sens des réalités historiques, parce qu'il m'avait demandé, mais est-ce qu'on peut avoir des données pour 1750, pour 1800, 1850, de telle sorte qu'on puisse avoir des cartes isochrones, jusqu'au même vers les Romains, et on verrait comment la Suisse a été transformée. Malheureusement, je l'ai beaucoup déçu en disant, mais mon cher collègue, c'est un exercice impossible, parce que les données changent et elles ne sont pas systématiquement reprises au travers de recensements à l'identique. Mais il a quand même réussi là à nous montrer comment est-ce que la Suisse s'est transformée au niveau des transports, au niveau de la mobilité. Alors à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis 1950 jusqu'en 2000, on voit une Suisse, notamment là, au niveau du trafic motorisé, c'est des questions d'accessibilité, hein, et ici, au niveau des temps de parcours, bien sûr qu'on voit une Suisse qui se transforme, et on voit que l'accessibilité change en fonction que l'on prenne la voiture, que l'on prenne le train, que les temps d'écart, les temps d'intervalle, les temps des déplacements se modifient. On voit une Suisse qui se ratatine au niveau des trafics individuels, puisque ça devient une espèce de petit chiffon ici. Je n'ai pas les données, je crois qu'il a malheureusement arrêté l'étude en 2003, donc on n'a pas les données pour 2010, parce qu'il y aurait certainement des différences. Donc c'est sûr que l'on peut voir comment voilà, d'avoir une vue un peu plus proche des cartes très intéressantes et auxquelles on peut facilement accéder sur Internet. Comment la Suisse se modifie en fonction des réalisations et des constructions de transport. Et ici, voilà, le trafic public, c'est 1950, donc c'est un grossissement de ce qu'on a vu tout petit tout à l'heure, et ici pour l'an 2000, donc une Suisse qui s'est transformée, mais bien sûr une Suisse qui se transforme, mais une Suisse qui se heurte, comme vous le savez, à des questions de chaos. Alors, les issues. Quelles issues? Si vous prenez des textes qui remontent au XVIIe siècle, et je vous invite à lire notamment ce texte-là, c'est un poème de Nicolas Boileau sur les embarras de Paris, j'ai mis en noir.
les passages principaux, bref, mais Boileau n'offre aucune issue. En quelque endroit que j'aille, il faut fendre la presse d'un peuple d'importants qui fourmille sans cesse, quand un autre à l'instant s'efforçant de passer dans le même embarras se vient embarrasser, 20 carrosses bientôt arrivent à la file, ils sont en moins de rien suivis de plus de 1000 et pour surcroît de mots, un sort malencontreux, conduit en cet endroit un grand troupeau de bœufs, chacun prétend passer, l'un mugit, l'autre jure, les mulets en sonnant augmentent la murmure, aussitôt 100 chevaux dans la foule appelée, de l'embarras qui quoi ferme les défilés, et partout les passants, enchaînant des brimades au milieu de la paix, font voir des barricades, on n'entend que des cris poussés confusément, Dieu pour se faire ouïr, tonnerait vainement. Même Dieu ne pourrait pas répondre aux questions qui sont posées par cette ville de Paris qui est complètement là submergée. Et l'expérience de Boileau est vécue par d'autres. Bien sûr qu'aucune issue. Ok, Boileau, mais on sait qu'avec le temps, avec une approche rétrospective, on sait qu'il y a eu des issues. Et là, je me référence à tous les travaux qu'ont menés notamment des historiens des techniques qui ont essayé de comprendre quels étaient les liens entre changement technique et changement social. Comment le changement s'est opéré, notamment au niveau des transports, mais pas seulement. Et cet historien-là, je vous invite à lire son livre parce qu'il est très intéressant. Il parle d'histoire des techniques, d'histoire de l'innovation, et il essaie de monter des modèles qui montrent l'importance du dialogue entre les producteurs et les utilisateurs. Et tous les cas historiques qu'il démontre, il n'y a pas d'innovation imposée. Il y a une innovation qui est négociée. Et bien sûr que je peux vous décevoir dans la mesure où les ingénieurs, bien sûr, n'ont pas la science infuse, ils doivent se confronter à des pauvres utilisateurs qui ont peut-être de nouvelles réflexions et d'autres modalités dans les usages qu'on leur propose des innovations. Alors, on ne va pas lire ce texte, mais il est intéressant parce qu'il développe cet élément-là. Prenons la carte de chemin de fer, la première qui est de 1830, qui est proposée par des ingénieurs anglais, Stevenson, et qui dessine la façon dont le réseau suisse devrait être conçu, alors avec une croix fédérale, une espèce de grande croix, qui va suivre, bien sûr, et qu'aujourd'hui on va reprendre en partie, mais pas complètement, dès lors que peut-être d'autres ingénieurs et d'autres réflexions amènent à proposer telle ligne de chemin de fer et pas telle autre. Autre élément qu'on peut mettre en évidence, c'est vrai que des transitions technologiques au niveau des transports entraînent des perdants. Et on oublie les perdants, les conducteurs de diligence, certains conducteurs de locomotives, pendant un certain temps, même si le train connaît aujourd'hui un regain, là vous avez le désespoir de son cocher, de son cheval, parce qu'il n'a plus de travail. Donc les transitions technologiques entraînent des perdants auxquels il faut penser, parce que c'est toujours des drames sociaux qui se passent. Mais il est clair que l'arrivée, par exemple, de l'automobile implique des réflexions qui en viennent à complètement casser et même gêner la ville dans son épaisseur historique. C'est vrai qu'il y a eu, je ne sais pas si c'est vrai, mais je crois qu'il y avait eu des réflexions de mettre un parking devant la cathédrale de Paris. Et là, l'humoriste a bien montré que finalement, on peut aller même au-delà de cela, puis on peut faire passer les voitures dans la cathédrale, ce qui peut-être à l'époque pouvait amorcer des réponses un peu bizarres quand même aux embarras de Paris. Autre élément, c'est bien sûr des réponses politiques. Et on sait qu'à Genève, le mouvement MCG essaye de proposer des politiques visant à, comme vous le voyez, bloquer les 70 000 voitures de frontaliers qui gênent la circulation à Genève. Alors bien sûr que c'est un peu un langage ordurier ici, et on arrive on touche un peu le fond, je ne sais pas si on creuse encore, mais en fait on a là une réponse dont il faut tenir compte parce qu'elle a des impacts sur le politique et sur la façon dont on vit ensemble et dont on accepte des gens qui utilisent la mobilité quotidiennement pour leur travail. Alors aujourd'hui, bien sûr là, on arrive maintenant dans votre domaine puisque on arrive dans des considérations nouvelles sur les routes intelligentes, sur les voitures communicantes qui devraient à terme, il faut espérer à court terme, résoudre les problèmes que j'ai évoqués tout le long de cette petite exposé et réponse qui engendre aussi des réflexions
sur le sens de tout ça. Tu prends le bus, ta voiture est en panne. Non, elle ne voulait pas rouler parce qu'elle juge les conditions météo trop défavorables. Donc finalement, on devient dépendant de certains objets technologiques qui répondent à notre place et qui vivent à notre place. Ces problèmes, les derniers spots, il n'est pas très bon, c'est finalement les menaces et les peurs que peut-être ces nouveaux développements engendrent. Il n'y aura plus de chauffeurs. Peut-être pas drôle, mais ce sera comme ça, et là, bien sûr que la confiance que l'on aura dans les innovations et dans les dispositifs numériques, informatiques, sera très grande. Voilà, je m'arrête ici. Merci beaucoup de votre attention.